bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de partager quelques réflexions cet après-midi sur la place de la science dans ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais le postmodernisme, c'est-à-dire l'idéologie dominante actuelle. Donc je vais prendre comme fil conducteur les OGM, c'est un sujet que je connais bien. Je ne vais pas essayer de rentrer dans les considérations de savoir si c'est bien, si c'est mal, s'il faut en manger ou pas, simplement de la façon dont on a pu construire cette controverse, je dirais plutôt une querelle, parce que ce n'est pas vraiment une controverse scientifique, mais comment cette querelle a pu se développer à tel point. Vous vous rappelez que la controverse a démarré à l'époque de la crise de la vache folle, au milieu des années 90, et très rapidement s'est constituée une coalition extrêmement puissante, hétéroclite mais très puissante, avec ce que je pourrais appeler peut-être un peu de manière péjorative, mais les anticapitalistes des champs, les anticapitalistes des villes, et toutes sortes d'organisations, de structures, d'institutions qui, à tort ou à raison, ont cru important de capter cette querelle. Il y a aussi un phénomène nouveau, c'est la création de structures d'expertise parallèles. Alors ici, vous avez l'exemple c'était sur le site web à l'origine du CRIGEN, qui était fondé par Corinne Lepage avec l'aide financière de Carrefour, et Carrefour qui, bien sûr, vend de manière tout à fait désintéressée des produits sans OGM. Donc toute cette coalition s'est montée, est devenue extrêmement puissante, dominante dans les médias. Et ce dont quoi nous parlons, ce n'est pas une usine Seveso, ce n'est pas une usine nucléaire, c'est rien de tout ça, c'est des champs de maïs. Donc pourquoi autant de haine, j'allais dire. Et donc quand on est scientifique et puis qu'on est un peu quelque part désemparé par ces questions, on ne comprend pas, c'est toujours utile d'aller interroger les mythes de l'Antiquité, peut-être pour tenter de comprendre. Donc il y en a différents qui s'appliqueraient à cette histoire. Bon, j'en ai retenu un cet après-midi, c'est celui-là du Jardin d'Éden. Vous voyez ici Adam qui... Alors il n'est pas en train de désherber des mauvaises herbes, hein, tout est fourni gratuitement, il suffit de se baisser. Mais bien évidemment, il ne faut pas toucher aux fruits défendus. Et puis évidemment, si on touche à cet arbre de la connaissance, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que les dieux se fâchent. Voilà. Et donc actuellement, alors si vous tapez sur Google agriculture et Jardin d'Éden, vous allez sidérer de l'impact de cette vision encore du Jardin d'Éden aujourd'hui. Je vous montre ici un exemple qui vise à recycler ce mythe dans une agriculture idéalisée qui n'a d'ailleurs jamais existé, parce que l'agriculture autrefois c'était vraiment très compliqué et c'était pas spécialement agréable d'être agriculteur. Et là vous voyez un exemple où le mythe du Jardin d'Éden est recyclé, ainsi que de certaine manière une certaine utopie collectiviste. Bon, voilà. C'est un des aspects. Ce n'est pas le seul, mais c'est certainement cette conception de ce qui est naturel, de ce qui est artificiel, qui a joué un rôle. Il y a un autre aspect qui est tout à fait différent et peut-être plus inquiétant que celui-là, c'est vraiment une idéologie anti-science. Alors, je vous montre ici un exemple. Alors, j'ai fait un petit travail, je ne vais pas dire d'historien parce que je ne vais pas m'autoproclamer historien, mais d'archiviste, où j'ai compté les destructions d'essais de la recherche publique en Europe. J'ai trouvé 80 destructions. C'est pas rien, c'est vraiment systématique. Et d'ailleurs, des essais en milieu confiné, comme celui-là qui était dans une serre d'une recherche publique de CIRAD, qui avait été vandalisé en 99. Et vous voyez ce qui a été affiché dans la serre. Je pense que ça parle tout à fait suffisamment de l'idéologie qui est, je dirais, pas cachée, qui est vraiment visible si on veut la voir. Alors les politiciens, évidemment, ont été plus que laxistes dans cette affaire-là. Et je pense qu'ils ont tort, parce que cette vision-là s'est déclinée et se décline aujourd'hui dans ce qu'on appelle les zadistes. Donc, je voulais juste rappeler cet événement qui s'est passé sur le site de Notre-Dame-des-Landes,
où des zadistes se sont pris à des écologues qui venaient innocemment étudier des tritons sur le site. Voilà. Et ce qu'ils ont fait savoir comme justification, c'est que finalement la science, on n'a pas besoin, on en sait assez, et abat la science, même l'écologie scientifique. Voilà. Donc cette idéologie-là a des théoriciens. Alors je ne dis pas que les zadistes ont lu Bruno Latour, hein. Je pense que certains n'ont probablement jamais lu un livre, et je ne sais même pas si tous savent lire. Mais voilà. Mais il y a quand même un fond théorique à cette haine de la science qui est mentionné ici, c'était Bruno Latour. C'est-à-dire il explique qu'on peut former intelligemment des non-scientifiques à l'approche scientifique, mais les scientifiques, il faut les former bêtement. Voilà. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens ici qui ont été formés bêtement. Voilà. Alors il y a aussi, par exemple, ce livre d'Isabelle Stengers qui nous compare la science au fast-food et qui nous dit que c'est pas très bon, pas digeste, etc. Et qu'il faut que les chercheurs cessent de se prendre pour le cerveau pensant rationnel de l'humanité. Un autre exemple, parce qu'on pourrait continuer longtemps, je ne vais pas faire tout le catalogue. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette pensée-là s'est infiltrée dans toutes les institutions scientifiques, quoi. Donc à croire que les dirigeants de ces institutions n'ont pas non plus lu ces livres-là. Il y a celui-là, par exemple, de Michel Callon et collaborateurs, qui explique que l'astronomie, finalement, c'est pas très bien parce qu'on va se cacher dans des endroits un peu secrets, hors de portée des amateurs et des profanes. Et voilà, donc c'est devenu un peu l'idéal de la science d'aller se mettre dans des confinements. Et puis si on organise une fête de la science, des portes ouvertes, c'est parce qu'évidemment on a le remords de les avoir fermées pendant le reste du temps. Alors il cite aussi Nietzsche. Alors bon, je vais peut-être me faire gronder par Luc Ferry après, mais bon, je cite quand même ça. Vous ne voyez pas que la science est une invention diabolique, concentrée d'impulsions, etc., etc. Et alors il y a évidemment un des auteurs probablement les plus influents des dernières décennies, c'est Ulrich Beck, dans La Société du risque, qui nous explique aussi que finalement les techniques et la science ne produisent généralement que des effets négatifs. Et alors il y a cette phrase vraiment tout à fait révélatrice, c'est comment les profanes et les citoyens ordinaires pourraient-ils continuer à faire confiance à la science et à ses prêtres? Bon, ça dit tout. Voilà. Je vais arrêter là sur ces... On pourra en citer d'autres. Alors, il y a un autre aspect, je reviens ici spécifiquement aux OGM. Avec Ulrich Beck, on parle du risque, du risque porté par les technologies. Et donc, sur les OGM, évidemment, c'est ce risque-là qui est omniprésent. C'est ce dont parlent les médias. Les avantages, ce n'est pas intéressant, mais les risques. Donc, il y avait en septembre 2012, vous avez tous vu ces images, enfin, je ne vois pas comment vous n'aurez pas pu les voir, sur cette publication là, du CRIGEN qui avait été mise en première page par le Nouvel Observateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que ça dénote finalement comme méconnaissance de la méthode scientifique. Alors, les scientifiques qui se sont prononcés, toutes les institutions scientifiques ont réfuté la publication. Elle a été retirée d'ailleurs. Puis ils ont argumenté sur des histoires de statistiques, il n'y avait pas assez de rats, etc. Qui est probablement vrai. Je ne suis pas statisticien, mais je veux bien le croire. Mais c'est une catastrophe de communication, parce que les gens ne le comprennent pas. Alors que si vous regardez ici, vous voyez un rat qui a consommé un OGM, c'est à gauche. Au milieu, un rat qui a bu l'herbicide. Et à droite, un rat qui a consommé l'OGM et bu l'herbicide. Alors, si on connaît un tout petit peu la méthode scientifique, on se pose une question, c'est où est le témoin? Où est le rat contrôle qui n'a pas mangé l'OGM et qui n'a pas bu l'herbicide? Ah, il n'est jamais montré. Donc, je me suis dit, à quoi il ressemble? Dans la publication, on voit très bien que les rats contrôle font des tumeurs aussi, tout simplement parce que cette race de rats âgés fait des tumeurs. Donc, j'ai pris une image et puis je l'ai tournée pour illustrer, pour faire aussi une petite manipulation de l'image. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à ne pas le faire. Ça donnerait ça. Alors évidemment, là, on ne peut plus faire d'opération médiatique, quoi, parce que là, ça tombe un peu à plat. Bon, voilà. Donc, mais c'est ce qui est dans les médias. Je pense que ça nous nécessite une réflexion sur ce qui est la science et les fausses sciences. Il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler les pseudosciences, les parasciences. Alors l'astrologie, l'ufologie, bon, c'est peut-être plus ridicule qu'autre chose. On peut s'en amuser. Évidemment, les pseudomédicaments, ça devient quand même un tout petit peu dangereux.
Et bon, il y a des associations, je ne vais pas les citer toutes, je vais citer ici l'Association française pour l'information scientifique, qui a été créée pour un peu dénoncer ces pseudosciences. Voilà. Mais ça, c'est pas vraiment très, très méchant, je dirais. Il y a une autre catégorie qui a été décrite par Alexandre Moiti, c'est l'alterscience. Et l'alterscience, c'est en fait des scientifiques qui étaient quelquefois des scientifiques de renom, bien connus, qui avaient une carrière tout à fait plus qu'honorable, très, très prestigieuse, et qui se sont mis à développer des théories un peu fumeuses, hétérodoxes, etc. Et donc Alexandre Moiti a décrit ça dans divers ouvrages. Moi, je travaille un peu sur une autre catégorie que j'appelle la science parallèle. Pourquoi science, entre guillemets, parce que ça ressemble à la science, hein, ça a le goût de la science, ça a la couleur de la science, mais ce n'est pas de la science, comme disait une publicité autrefois pour une certaine boisson gazeuse. Et c'est parallèle parce que c'est complètement hermétique à ce que disent les autres scientifiques. C'est-à-dire on va recycler les mêmes choses, on peut critiquer la méthode, ils vont republier exactement les choses de la même façon. Et c'est en fait une stratégie tout à fait réfléchie, coordonnée, démultipliée sur différentes technologies, quelles qu'elles soient. Et vous avez toujours des associations pour soutenir ces démarches, des structures d'expertise parallèles qui se montent dans tous ces domaines-là. Et le but, soyons clairs, il est politique. Il s'agit de remplacer l'évaluation des risques de la science normale, je dirais, par des experts qui sont tout acquis au projet politique. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que cette heuristique de la peur qui a été mentionnée tout à l'heure, qui fonde l'action de l'écologie politique, elle se heurte souvent à la contradiction des scientifiques, parce qu'on vit quand même dans un monde où on a moins de raisons d'avoir peur qu'autrefois. Et donc les tenants de cette vision de peur, plutôt que de changer d'opinion, ils ont décidé de changer de science. Et ils ont créé leur propre science. Donc ça me paraît fondamentalement important de réaliser l'existence de cette science parallèle que les médias adorent, hein, ça c'est bien clair. Il y a évidemment quelques théoriciens aussi de l'Apocalypse, qu'on peut citer rapidement ici, de Zizek, Vivre la fin du temps. Donc, le deuxième article de Jean-Baptiste Frézos nous explique que finalement les objections à la technologie ont existé de tout temps en parallèle au développement des technologies. Et bon, on peut citer par exemple cet ouvrage-là qui est redevenu à la mode, d'Husard, qui nous parle du fin du monde par la science. Tout en prônant d'ailleurs un espèce de gouvernement scientifique mondial pour éviter l'apocalypse. Bon, il y a aussi des théories d'autres, un peu de la politique, hein, qui sont des théoriciens de pouvoir, qui nous expliquent aussi que, Dominique Bourg et Whiteside, que la démocratie représentative n'est plus en capacité de répondre au programme et qu'il faut absolument changer. Et il faut la changer, évidemment, par la démocratie participative. On comprendra bien évidemment qu'un parti qui ne peut pas gagner le pouvoir absolu par les urnes a envie de développer une autre forme de démocratie dans laquelle il se sent capable d'avoir un pouvoir que ne lui donnerait pas un système un vote et une personne, un vote. Voilà, alors l'argumentaire sur les risques des OGM qui est omniprésent, ce qui est amusant, c'est qu'il est assez facile de trouver des arguments, enfin des déclarations des opposants qui contredisent cette vision des risques des OGM. Ici, c'est Dominique Voynet, à l'époque où elle était ministre de l'écologie du gouvernement Jospin, elle reconnaissait que le problème principal des OGM, il n'est pas du tout sur les risques ni de nature sanitaire ni environnementale, mais c'était un problème de politique agricole et voilà, l'autonomie des agriculteurs, ce qu'on peut tout à fait recevoir d'ailleurs. Et une autre déclaration, c'est celle de Bruno Rebel, qui à l'époque était salarié de Greenpeace, qui explique devant la table ronde au Conseil économique et social, où on lui demande « Mais pourquoi avez-vous peur des OGM ?» Et il y a quand même eu un réflexe où il ne voulait pas apparaître comme quelqu'un qui a peur, n'est-ce pas, le petit garçon peureux dont parlait Luc Ferry tout à l'heure. Et il dit « Mais non, nous n'avons pas peur des OGM, nous sommes seulement convaincus qu'il s'agit d'une mauvaise solution. » Et les OGM sont peut-être une merveilleuse solution pour un certain type de projet de société, mais justement, c'est ce projet de société-là dont nous ne voulons pas. Donc voilà, c'est politique. Je veux dire, si ce n'est pas politique ça, je ne sais pas ce que c'est politique. Mais ça n'empêche pas que finalement, ces déclarations-là sont rapidement évacuées au profit de l'argumentation sur les peurs. Alors, évidemment, les politiciens sont extrêmement attentifs à tout ce qui peut être le risque et de maîtriser
non seulement évidemment de gérer le risque, c'est normal, c'est ce qu'on fait et c'est normal de gérer les risques, mais de gérer le risque médiatique qu'il y ait un risque perçu par la population. Et donc ça les amène à prendre des décisions qui sont souvent un peu contre-productives. Et notamment le sociologue Didier Torny a montré, enfin expliqué que finalement quand il y avait un risque plus ou moins hypothétique, les gens n'y croyaient peut-être pas complètement et étaient dans le doute. Finalement, en prenant une mesure d'interdiction, ça faisait structurer dans l'esprit des gens, il y a effectivement un risque. Ils ont pris une mesure d'interdiction, c'est forcément qu'il y a un risque. Donc les politiciens sans modération jouent à ce jeu-là. Et j'ai continué avec cette logique-là. Par exemple, cette déclaration-là, je vais vous lire, commençons par être faibles et ne serons jamais assez faibles. Commençons par mettre un genou à terre, on ne s'inclinera jamais assez. Commençons à composer avec ces gens, on ne composera jamais assez. Chaque fois que les démocraties se sont aplaties, elles l'ont payé très cher. Donc, je ne sais pas si vous savez quel est le grand philosophe qui a prononcé cette phrase. Personne n'est au courant. Non, ce n'est pas Luc Ferry, c'est l'ancien président, qui a pourtant été finalement a donné le coup de grâce aux OGM en France, alors que probablement il n'était certainement pas convaincu de la dangerosité des OGM. Mais c'était une opération de quelque part qu'il faut peut-être que je vous explique rapidement. Voilà, c'était au sujet à l'époque du Grenelle de l'environnement. Donc Nicolas Sarkozy avait été élu finalement probablement sur l'espoir de quelques réformes qui étaient nécessaires dans le pays. Et puis finalement, ces réformes n'ont pas été conduites. On a eu un Grenelle de l'environnement. Et ce Grenelle de l'environnement, donc moi j'ai écrit un livre là-dessus où j'explique en long, en large un peu ce qui s'est passé. D'autres l'ont fait aussi, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc je vais simplement citer cet article-là dans un journal qui ne passe pas pour anti-sarkozyste primaire, qui explique que finalement, au moment du Grenelle de l'environnement, le Grenelle de l'environnement était une demande électorale incontournable. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'ils ont perdu toutes les élections après, mais qu'il fallait quand même, pour faire venir les écologistes, pour venir applaudir à la fin le président, il leur fallait des cadeaux, et donc il fallait leur donner quelque chose. Et ce qu'on ne pouvait pas leur donner, c'est le nucléaire, donc on a sacrifié un certain nombre de choses, dont les OGM. Voilà, ce qui est gênant là-dedans, dans cette affaire-là, c'est... Enfin, différentes choses sont gênantes. C'est d'abord que ça repose sur une conception du débat un peu particulière, c'est-à-dire on se met d'accord entre petits comités politiciens avant et on fait semblant de faire un débat après, et ce qui est déjà décidé à l'avance. On va faire un débat, mais on a déjà décidé à l'avance qu'on va interdire les OGM. Et puis ça repose évidemment sur des mensonges politiques tout à fait grossiers. Et actuellement, dans la loi, cette fois-ci de la gauche, on fait dire des choses, vraiment des mensonges à des publications scientifiques. On détourne les publications scientifiques, et c'est aujourd'hui dans la loi, écrit dans la loi noir sur blanc. Donc ça, je peux vous donner des exemples tout à fait précis. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Alors j'ai cherché, est-ce que dans une situation comme ça, on avait des précédents historiques? Il a été mentionné les briseurs de machines, les canuts, et on parle aussi des ludites en Grande-Bretagne. J'ai cherché un peu plus loin, parce que j'aime bien, l'histoire, c'est un peu ma marotte. J'ai cherché un peu plus loin si on pouvait trouver un équivalent. Et j'ai trouvé dans un musée à Mulhouse, que je vous recommande d'ailleurs, le musée de l'impression sur étoffe, que l'impression sur étoffe s'est développée à la fin du XVIIe siècle. On était sous Louis XIV. Et on importait, Colbert avait créé un comptoir en Inde pour importer des toiles, ce qu'on appelle les indiennes, des toiles imprimées. Et ça gênait évidemment beaucoup les industries traditionnelles de laine et de soie, qui étaient beaucoup gênées par ces tissus qui étaient à la mode, etc. Et Louis XIV a pris une décision stupide qui est de l'édit de Nantes. Et la suppression de cet édit de Nantes a entraîné une catastrophe, diverses catastrophes, dont un exode et puis une crise économique, qui a évidemment envenimé encore les choses entre ces toiles imprimées, importées et produites en France, et les industries traditionnelles. Et finalement, donc, Colbert est mort, était remplacé par Louvois, qui arrivait à convaincre Louis XIV d'interdire, pendant pas mal de décennies, l'importation et la production et l'usage de ces toiles imprimées.
Et ce qui est intéressant, c'est par exemple Marseille, qui était un des centres où on importait et on produisait ces toiles indiennes, a voulu continuer à passer outre. Et bien on est allé jusqu'à détruire en place publique les planches d'impression de ces toiles indiennes. Donc ça me rappelle un peu quelque chose sur les OGM. Et finalement, à Mulhouse, qui était une cité indépendante, des capitaines d'industrie, Dollfuss, Schmalzer, Koechlin, ont créé un atelier de fabrication de toiles indiennes et qui s'est développé. Et finalement, Mulhouse a capté jusqu'à, je crois, je parle de mémoire, jusqu'à 65% du marché. Et après, finalement, quand cette interdiction a été levée, il y a des villes comme Nantes, comme Rouen, comme Marseille, l'imprimerie d'Oberkampf à Jouy-en-Josas, qui ont fait la fortune de l'économie de ces régions. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire sur cet aspect historique. Alors comme j'ai un peu égratigné la gauche pour être la droite pour être politiquement correct, je dois faire la même chose avec la gauche, c'est normal. Donc je voudrais citer ici par exemple Philippe Martin, un éphémère ministre de l'écologie, mais qui est surtout un ancien préfet, qui est allé soutenir des destructions de l'expérimentation scientifique. Le matin même et l'après-midi, ça a dégénéré, il y a eu des blessés. Et on peut en citer d'autres, de ces amitiés un peu particulières. Il y en a quelques autres comme ça que je ne vais pas détailler plus que ça. Je vous laisse juge. Je pense que la gauche devra avoir un débat sur ses choix économiques, entre grossièrement Macron et Mélenchon, hein, si on veut, mais elle ne fera pas non plus l'économie d'une réflexion sur sa place, enfin sur sa vision de la science et de ses valeurs. Donc c'est intéressant parce que justement dans le magazine de la FIS, l'Association pour l'information scientifique, il y a 2 ans, il y avait un dossier Science et Raison. Et il y avait 2 articles, donc simplement pour montrer que le débat a été lancé. Il y a d'un côté une reproduction d'un article d'André Comte-Sponville et d'un autre côté un article de Jean de Kervas-Doué, qui, on sent là le militant déçu et même frustré. Voilà donc ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Me semble la gauche est tombée un peu dans ce piège-là, dans un mécanisme de pensée qui est de déconstruction du projet des Lumières. Je ne suis pas philosophe, j'ai tendance à le faire remonter à Nietzsche comme un précurseur. Il y en a d'autres, notamment Thomas Kuhn avec sa théorie des paradigmes, qui est alors c'est peut-être plutôt des interprétations de Kuhn plutôt que ce que Kuhn pensait, mais c'est redoutable parce que si vous dites que la science change brutalement par paradigme, si par exemple dans l'évaluation des risques vous disiez mais on a évalué les risques aujourd'hui par telle et telle méthode, on peut vous rétorquer oui mais c'est dans un paradigme d'aujourd'hui et demain il y aura un autre paradigme et donc votre évaluation des risques ne vaut rien parce que demain on aura un autre paradigme. Il y a aussi un rôle joué par l'anarchisme épistémologique de Paul Feyerabend. Et puis, probablement, la personne qui a popularisé le terme de postmoderne, c'est François Lyotard, dans son livre « La condition postmoderne ». Et là, il explique que, finalement, aujourd'hui, on est incrédule vis-à-vis des grands récits narratifs, c'est les méta-récits. Alors, les méta-récits, ça peut être le christianisme, le marxisme, et puis, finalement, la raison, le projet des Lumières. Il y a aussi toujours une critique dans le postmodernisme contre l'État, l'État-nation, et surtout les États-nations en lien avec le pouvoir, la science, etc. Et aussi la dénonciation de l'Occident, l'Occident forcément coupable de tout, et notamment de son impérialisme culturel. Voilà, donc ceci est un peu pour moi l'idéologie dominante de cette déconstruction petit à petit du projet des Lumières. Et il y a bien sûr l'école de pensée des Science Studies qui est devenue hégémonique dans tout ce qui concerne finalement l'étude des sciences, des controverses, etc. dans les institutions scientifiques, mais qui est simplement la déclinaison de cette idéologie en sciences. Et donc, selon cette vision, il y a un aspect constructiviste où l'activité scientifique, finalement, c'est un système de croyances, de traditions, de pratiques, finalement, d'un groupe de personnes qui partagent des présupposés. Et la science étant
dans cette vision-là, socialement construite dans les laboratoires. Et sous une forme plus extrémiste encore, c'est-à-dire que les objets d'études scientifiques n'auraient pas d'existence propre en dehors du travail des scientifiques, en dehors des laboratoires. Alors, vraiment, ce constructivisme extrême est facile à déconstruire. Ça a été fait par Sokal et Bricmont, qui ont expliqué que si vous pensez que les lois de la gravitation étaient une convention sociale, vous pouvez venir chez moi et sauter par la fenêtre. J'habite au 21e étage pour vérifier si ces lois existent ou pas. Mais je pense qu'il faut se méfier du fait qu'on puisse ridiculiser une partie de ce constructivisme. Le noyau dur le plus dangereux existe encore, et notamment dans les institutions scientifiques. Voilà. Alors, je voudrais revenir là aux OGM et vous montrer des exemples de, finalement, comment cette idéologie amène à la fin des recherches. Vous avez d'un côté des intimidations, les actes de violence, donc les destructions des essais, etc. Vous avez des publications hétérodoxes de cette science parallèle. Et généralement, les scientifiques se retrouvent complètement désemparés par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas préparés à ce genre d'affrontement idéologique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'aide, ce qui est normal, à des sociologues, des philosophes, etc., ce qui est plutôt un bon réflexe. Le problème, c'est que l'hégémonie dans les sciences humaines et sociales sur les controverses, c'est une chapelle. Et donc cette chapelle postmoderne, elle leur recommande de faire des débats citoyens. Là, alors qui sont les citoyens? C'est évidemment une question qu'on peut se poser. C'est bien sûr, il y a quelques scientifiques qui vont accepter de venir, mais pas très longtemps, vu la façon dont ça va tourner. Et puis, ça sera des associations et puis des scientifiques militants, dans le relativisme le plus complet. Et ce qui va se passer, c'est évidemment pas les scientifiques, je dirais, normaux qui vont prendre le dessus dans ce genre de débat, où on va jouer sur les peurs, etc., etc. Et puis, on va soit arriver à l'abandon des recherches directement, soit éventuellement on les continue, mais en expliquant, en se drapant dans un espèce de drap blanc pour expliquer que non, surtout, il n'y aura pas de commercialisation, c'est juste pour produire des connaissances. Donc, c'était le cas, par exemple, d'une expérimentation d'une vigne de l'INRA qui avait un porte-greffe transgénique pour une résistance à un virus. Et donc, on a monté un essai de ce type-là, après un débat citoyen, etc. Et cet essai a été monté. Il fallait évidemment un comité de pilotage où toutes les parties prenantes sont représentées. Et on l'a poursuivi quelques années. On pouvait peut-être penser qu'on avait pu calmer les choses et puis montrer que quelque part, l'INRA n'était pas le grand méchant, la grande méchante multinationale. Eh bien, patatras, non. Cet essai a finalement quand même été détruit par 2 fois. Et donc, en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est le débat lui-même qui crée cet extrémisme. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un consensus qui sort de ce débat est intolérable pour les plus extrémistes. Et ça va les inciter à venir détruire en disant « mais si, le débat a montré qu'il y avait des problèmes, etc. Il y avait bien des arguments contre, on n'a pas pris en compte tous les dangers. » Et puis finalement, de cette destruction mène, c'est le cas de cette vigne de l'INRA, mène à l'abandon des recherches. Voilà, donc c'est quelque part, nous sommes tous dans ce mode de pensée, nous pensons tous qu'il faut faire des débats, qu'il faut être démocratique et tout ça. Et pourtant, l'expérience montre que ça va mener à la fin des recherches. Donc, ce n'est pas dit qu'il ne faut pas faire de débat, bien évidemment, mais il ne faut certainement pas faire des débats relativistes comme on les a menés jusqu'à présent, dictés par cette idéologie postmoderne. Alors, je vais terminer en résumant simplement une petite tribune récente que j'ai publiée dans un journal national, pour expliquer un peu ce que j'entends par cette postmodernité. C'est en fait un ensemble de déconstruction, bien sûr, de les valeurs des Lumières, mais aussi de la nation, remplacée par des communautés imaginées, et aussi de la démocratie représentative qui doit, bien sûr, comme on l'a montré tout à l'heure, doit être remplacée par la démocratie participative. Bien évidemment, à la mode et bien politiquement correcte. Démocratie participative qu'il ne faut évidemment pas confondre avec une démocratie locale. C'est parfaitement normal qu'un maire demande à ses administrés ce qu'ils pensent de l'éclairage public dans une rue, etc. On n'a pas besoin de faire venir des experts de Paris pour savoir ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La démocratie participative, c'est beaucoup plus dangereux que ça si on veut bien y réfléchir. Et c'est aussi une déconstruction de la réalité.
est remplacé par le constructivisme que je vous ai décrit à l'instant, ainsi que ça va baigner dans un relativisme cognitif à peu près complet. Il y a d'autre part, évidemment, ça se passe dans une bien-pensance, comme toujours, qui est largement basée sur la culpabilité de l'homme blanc, coupable de tout, bien évidemment. Alors évidemment, on peut trouver des fautes, et même des crimes, etc. Bien sûr, il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu des bombes atomiques, il y a eu l'Holocauste, il y a eu tout ce qu'on veut, l'esclavagisme, etc. Mais néanmoins, cette idéologie-là vous amène à cette espèce de repentance permanente qu'on voit à l'œuvre régulièrement dans les gouvernements successifs. Et on a aussi des détournements de valeurs tout à fait clairs, c'est-à-dire que la belle idée de la démocratie devient une espèce d'idéologie démocratiste où tout devrait être démocratique, même la science. La science, je suis désolé, ce n'est pas une affaire de démocratie, c'est l'application d'une méthode. Et donc voilà, on nous expliquait que la science doit devenir citoyenne, etc. etc. Et on a des déclinaisons, c'est les fameuses réformes sociétales des gouvernements successifs. C'est aussi le pédagogisme à l'éducation nationale. Alors évidemment, là aussi, il faut se méfier parce qu'on peut se moquer de une sémantique un peu ridicule où le ballon de football devient un référentiel bondissant, des choses comme ça. Mais là aussi, c'est pas l'aspect le plus ridicule qui est le plus dangereux, c'est vraiment l'idéologie qui est derrière. Et cette idéologie-là s'est déclinée sur les sciences et les technologies, comme je vous ai montré au sujet des OGM. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idéologie-là, elle est à la fois anti-tradition et anti-progrès. Donc ça, c'est important, je pense, à réaliser. Et que j'ai commencé en empruntant un titre à Gabriel Garcia Marquez, La science au temps du postmodernisme, et je voudrais finir par un titre du même auteur, c'est « Est-ce que nous sommes condamnés à avoir 100 ans de solitude ?» Je ne voudrais pas finir par une note pessimiste. Je pense qu'on a des moyens de changer de mode de fonctionnement à condition de se rendre compte quels sont vraiment les mécanismes idéologiques à l'œuvre et de ne pas se tromper d'adversaire et de bien analyser, avant de pouvoir proposer autre chose, d'analyser les causes qui nous ont amenés à ce problème-là et on s'interroge aujourd'hui s'il faut avoir peur de la science. Voilà, je vous remercie de votre attention.